Le 29 juillet 1014, dans la passe de Cleidion au cœur des Balkans, l'empereur byzantin Basile II vient d'accomplir l'un des actes les plus cruels de l'histoire médiévale. 15 000 soldats bulgares prisonniers marchent péniblement vers leur tsar Samuel, les yeux arrachés, guidés par 150 de leurs camarades qu'on a seulement éborgnés pour qu'ils puissent les conduire. Cette procession macabre va changer le cours de l'histoire des Balkans et donner à Basile II un surnom qui traversera les siècles, le Bulgaroctone, le tueur de Bulgares. Cette histoire commence bien avant cette journée sanglante. Elle nous ramène au Xe siècle, quand deux empires se disputent la domination des Balkans avec une violence inouïe. D'un côté, l'Empire byzantin, héritier de Rome, qui lutte pour maintenir son influence sur ses anciennes provinces. De l'autre, un jeune royaume bulgare déterminé à construire son indépendance sur les ruines de la puissance byzantine. Basile II naît en 958 dans la pourpre impériale, fils de l'empereur Romain II de la dynastie macédonienne. Mais son destin ne s'annonce pas simple. À 5 ans seulement, il devient empereur avec son frère cadet Constantin après la mort de leur père. Sa mère, l'impératrice Théophano, assure la régence en épousant le général Nicéphore Phocas, qui devient empereur sous le nom de Nicéphore II. Le jeune Basile grandit dans un palais où les complots se succèdent. En 969, Nicéphore II est assassiné par Jean Tzimiskès, qui épouse à son tour Théophano et prend le pouvoir. Ce n'est qu'en 976, à 18 ans, que Basile peut enfin régner seul. Mais l'empire qu'il hérite traverse une crise profonde. Les troubles du début de son règne profitent aux Bulgares qui reconstituent leur État. Les nobles byzantins se rebellent. Les Arabes menacent les frontières orientales. Et au nord, un nouveau danger émerge. Samuel de Bulgarie, un chef de guerre qui rêve de reconstituer la grandeur de l'Empire bulgare. Basile comprend rapidement qu'il doit s'imposer par la force. Il développe une discipline de fer, étudie l'art militaire avec acharnement et transforme son armée. Ses soldats le craignent autant qu'ils le respectent. Il interdit les actes de bravoure individuelle qui pourraient rompre les rangs, privilégiant toujours la discipline collective. Ces inspections sont légendaires par leur minutie, mais cette rigueur paye. Ces hommes savent qu'il ne les mène au combat que lorsqu'il est certain de la victoire. Samuel naît vers 958, quatrième fils d'un certain comte Nicolas, gouverneur des provinces occidentales bulgares, et comte de Serdica, l'actuelle Sofia. Contrairement à Basile qui hérite d'un trône, Samuel doit conquérir le sien. Il grandit dans une Bulgarie fragmentée où les anciens territoires de l'Empire bulgare sont disputés entre Byzance et les princes locaux. Samuel a 3 frères aînés au nom biblique, David, Moïse et Aaron, que les auteurs grecs appellent les Komitopouloï, les fils du comte. Cette fratrie va jouer un rôle déterminant dans la Renaissance bulgare. Quand la guerre éclate avec Byzance en 968, les 4 frères prennent les armes pour défendre l'indépendance de leur peuple. En 986, Samuel remporte une victoire éclatante contre les Byzantins à la bataille des portes de Trajan. Cette victoire change tout. Elle montre que l'Empire byzantin n'est pas invincible et galvanise les populations slaves des Balkans. Le pape Grégoire V reconnaît Samuel comme tsar et il est couronné à Rome en 997. Samuel ne se contente pas de défendre ses terres. Il lance des offensives audacieuses qui étendent son empire bien au-delà des frontières traditionnelles de la Bulgarie. Les armées bulgares annexent l'ensemble de la Thessalie et de l'Épire, pillant au passage la péninsule du Péloponnèse. En quelques années, l'empire bulgare de Samuel s'étend de la mer Adriatique à la mer Noire. Samuel établit sa capitale à Ohrid, aujourd'hui en République de Macédoine du Nord, qui devient aussi le siège du patriarcat bulgare rétabli. Cette ville, nichée au bord du lac d'Ohrid, devient le cœur battant d'un empire qui défie directement la puissance byzantine. La confrontation entre Basile II et Samuel va durer près de 3 décennies, de 986 à 1014. C'est une guerre d'usure impitoyable, où chaque victoire est payée par des milliers de morts, où chaque défaite remet en question l'existence même des deux empires. En 986, Basile, impatient d'en découdre, chasse Samuel de Grèce mais est battu par les Bulgares, le 17 août 986 devant Sofia, dans la bataille des portes de Trajan. Cette défaite est un traumatisme pour le jeune empereur. L'armée de l'empereur,
consistant de 60 000 hommes, avait déjà subi un épisode ignominieux. Leur siège raté de la capitale bulgare, Serdica, Sofia, mais maintenant tout était perdu, les bannières perdues, et Basile avait dû se retrancher vers Constantinople. Cette humiliation change Basile. Il comprend qu'il ne peut pas traiter Samuel comme un simple rebelle. Il fait face à un véritable empire, organisé, discipliné et dirigé par un chef de guerre exceptionnel. À la suite de cet échec, la révolte des deux Bardas se déclenche. Basile doit d'abord pacifier son propre empire avant de pouvoir se retourner contre la Bulgarie. Il faut attendre 989 pour que Basile puisse reprendre ses campagnes bulgares. Mais cette fois, il a tiré les leçons de sa défaite. Il adopte une stratégie méthodique, grignotant le territoire bulgare ville par ville, forteresse par forteresse. De 989 jusqu'à l'année 1001, deuxième partie du règne, Basile II est en paix avec la Russe de Kiev et le califat fatimide. Les efforts du basileus se tournent vers la Bulgarie. Les Bulgares marchent sur Thessalonique, s'emparent de Veria, cité barrant l'accès occidental de Thessalonique, et gagnent la bataille de Thessalonique 995. Samuel multiplie les coups de force, cherchant à porter un coup décisif à son adversaire. Mais Basile tient bon, il sait que le temps joue pour lui. L'Empire byzantin, malgré ses difficultés, dispose de ressources plus importantes que la Bulgarie. Les prédécesseurs de Basile II n'avaient pu soumettre que la partie orientale de la Bulgarie. Basile, lui, vise plus haut. Il veut la destruction complète de l'Empire bulgare. De 1001 jusqu'en 1014, Basile envahit la Bulgarie chaque année. Cette guerre d'usure épuise progressivement les forces bulgares. Au début du XIe siècle, la situation devient critique pour Samuel. En 1005, le gouverneur bulgare de l'important port de Dyrrachium choisit de rendre la ville à Basile II. Cette défection d'un de ses principaux lieutenants montre que l'autorité de Samuel vacille. La noblesse bulgare, épuisée par des décennies de guerre, commence à douter de la capacité de leur tsar à résister indéfiniment aux Byzantins. En 1004, Basile reprend Vidin, Skopje et Vodena, maintenant Édessa en Grèce, et coupe l'empire de Samuel en deux, soumet la partie orientale, puis se dirige vers l'ouest. La stratégie byzantine porte ses fruits. En divisant l'empire bulgare, Basile empêche Samuel de coordonner efficacement la défense de ses territoires. L'année suivante, Dyrrachion fait défection à Samuel, mais l'empire bulgare, progressivement réduit à l'Albanie, résiste jusqu'en 1014. Samuel se retrouve acculé dans les montagnes albanaises et macédoniennes, mais il refuse de capituler. Il préfère livrer une bataille décisive, plutôt que de voir son empire s'effriter lentement. Pour faire face à cette menace de défection de la noblesse, Samuel rassemble une large armée pour combattre les Byzantins, et certaines sources parlent de 45 000 soldats. C'est un pari désespéré. Samuel mise tout sur une bataille qui pourrait soit restaurer sa puissance, soit sonner le glas de son empire. Basile se prépare lui aussi, et il réunit une grande armée dirigée par plusieurs généraux d'expérience dont Nicéphore Xiphias, le gouverneur de Philippopolis, dont le principal fait d'armes est d'avoir conquis les vieilles capitales bulgares de Preslav et Pliska en 1001. L'armée byzantine part de Constantinople et se rend vers Kleidion en passant par Komotini, Drama et Cérès avant d'atteindre les gorges de Rupel sur la rivière Strimon. De là, l'armée entre dans la vallée de la Strumitsa et atteint le Tanend, village de Kliuch, lieu où le cours de la rivière s'infléchit pour se diriger vers les monts Bélès et le Massif. Samuel a choisi son terrain avec soin. La passe de Kleidion est un défilé étroit entre les montagnes, facilement défendable. C'est à cet endroit que l'armée est stoppée par plusieurs obstacles en bois défendus par des soldats bulgares. Le terrain semble idéal pour arrêter l'avance byzantine. Les Byzantins décident d'attaquer directement la palissade, mais ils sont repoussés avec de lourdes pertes. Samuel peut croire que sa stratégie fonctionne. Il a réussi à arrêter l'armée de Basile dans un terrain qui lui est favorable. Mais Basile n'est plus le jeune empereur impétueux de 986. Il a appris la patience et la ruse. Lorsqu'il apprend l'arrivée de l'armée byzantine, Samuel envoie une importante armée dirigée par Nestoritsa vers le sud pour détourner l'attention de Basile II du siège de Kliuch. Cette manœuvre de diversion va se révéler fatale. Cette armée bulgare atteint Thessalonique
mais les troupes byzantines dirigées par Théophylacte Botaniates, le stratège de la ville, parviennent à vaincre les Bulgares et à les repousser lors d'une bataille sanglante. Non seulement la diversion échoue, mais elle prive Samuel d'une partie substantielle de ses forces. La première tentative de Basile II pour submerger les défenses de la passe de Cleidion a été un échec et son armée est incapable de franchir la vallée défendue par 15 à 20 000 Bulgares. Mais l'empereur byzantin ne se décourage pas. Il a un plan. En dépit de ces difficultés, l'empereur byzantin ne renonce pas et il ordonne au général Nicéphore Xiphias de conduire ses troupes le long des monts Bélès pour encercler les Bulgares pendant que le gros de l'armée byzantine continuerait de mener des assauts dans la vallée contre les défenses bulgares. Cette manœuvre d'encerclement demande un courage et une habileté exceptionnelles. Xiphias dirige ses hommes le long d'un sentier pentu, qui le mène sur les arrières de l'armée bulgare. Pendant des heures, les soldats byzantins progressent en silence dans la montagne, escaladant des pentes escarpées avec leur équipement complet. Samuel, concentré sur la défense du défilé principal, ne soupçonne rien. Il voit les Byzantins buter contre ses défenses et peut croire que sa stratégie défensive va réussir. Il ne réalise pas qu'une partie de l'armée ennemie est en train de contourner ses positions. Le 29 juillet, Xiphias passe à l'attaque et piège l'armée bulgare dans la vallée. L'effet de surprise est total. Les Bulgares, attaqués de front et de dos simultanément, ne peuvent pas reformer leur ligne. Leur formation se disloque sous la double pression. La bataille de Cleidion tourne au massacre. Les soldats bulgares, pris dans l'étau, ne peuvent ni avancer ni reculer. Ceux qui tentent de fuir vers les hauteurs se heurtent aux troupes de Xiphias. Ceux qui restent dans la vallée sont écrasés par l'assaut frontal de Basile. Quand la poussière retombe, le spectacle est apocalyptique. Selon Jean Skilitses, le nombre de prisonniers bulgares s'élève à 15 000. Kekaomenos cite le chiffre de 14 000. D'autres sources donnent des chiffres différents. La traduction bulgare datant du XIVe siècle de la Chronique de Constantin Manassès ne parle ainsi que de 8 000 prisonniers. Peu importe le chiffre exact. L'essentiel est que Basile II se retrouve avec des milliers de prisonniers bulgares entre les mains. Samuel lui-même a réussi à s'échapper dans la confusion de la bataille, mais son armée principale a été anéantie. C'est à ce moment que va se jouer l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire médiévale. Basile II, face à ces milliers de prisonniers, doit prendre une décision qui va marquer l'histoire. Que faire de ces soldats qui ont combattu contre l'Empire depuis des décennies? Dans le monde byzantin, l'aveuglement est un châtiment traditionnel. Ce châtiment est généralement réservé aux rebelles, et les Bulgares seraient dans le cas présent considérés comme des rebelles à l'autorité impériale, ce qui expliquerait cette punition. Mais la décision de Basile va bien au-delà de la simple application de la loi byzantine. Deux raisons peuvent expliquer un tel acte. D'abord, la volonté de Basile de venger la mort de Théophylacte Botaniates, l'un de ses meilleurs généraux, tout en cherchant à agir sur le moral bulgare. Théophylacte était plus qu'un simple général pour Basile. C'était un de ses conseillers les plus proches, et sa mort dans les combats contre les Bulgares avait profondément marqué l'empereur. Selon la chronique, le bacillus aurait alors fait crever les yeux de 15 000 prisonniers bulgares, 150 étant épargnés et seulement éborgnés afin qu'ils puissent guider leurs infortunés compagnons jusqu'à leur souverain. Basile II divise les captifs bulgares en groupes de 100 hommes et en fait aveugler 99 tandis que le dernier est seulement éborgné pour pouvoir conduire les autres chez eux. Cette organisation méthodique du châtiment montre le caractère calculé de la décision impériale. Il ne s'agit pas d'un acte de colère spontané, mais d'une punition soigneusement planifiée. L'opération dure probablement plusieurs jours. 15 000 hommes, c'est énorme. Il faut organiser cette mutilation de masse, rassembler les instruments nécessaires, constituer les groupes de 100. Les soldats byzantins qui exécutent les ordres de leur empereur vivent un traumatisme dont ils ne se remettront jamais. Imaginez la scène. Des milliers d'hommes attachés, attendant leur tour. Les cris des premiers suppliciés qui résonnent dans la vallée, l'odeur du sang et de la chair brûlée. Les guides borgnes, qui découvrent progressivement l'ampleur de leurs responsabilités. Ils devront mener leurs compagnons aveugles sur des centaines de kilomètres de routes de montagne.
Mais pourquoi Basile choisit-il ce châtiment particulier? L'aveuglement n'est pas seulement une mutilation physique, c'est une condamnation à la dépendance perpétuelle. Un soldat manchot peut encore combattre. Un soldat aveugle devient un fardeau pour sa communauté. Basile ne se contente pas de neutraliser une armée, il transforme ses ennemis en charge économique pour l'État bulgare. La colonne des aveugles se met en marche vers Prilep, où se trouve Samuel. C'est un voyage de plusieurs jours à travers les montagnes des Balkans. 150 guides borgnes doivent conduire 15 000 aveugles sur des chemins difficiles, à travers des défilés rocheux et des forêts denses. Le voyage est un calvaire indescriptible. Les aveugles trébuchent, tombent, se blessent sur les pierres. Beaucoup n'arriveront jamais à destination. La faim, la soif, les infections, l'épuisement font des ravages dans cette procession de la mort. Les guides borgnes, eux-mêmes traumatisés et handicapés, peinent à maintenir la cohésion du groupe. Imaginez l'état psychologique de ces hommes. Hier encore, ils étaient des guerriers fiers, défendant leur patrie les armes à la main. Aujourd'hui, ils sont réduits à l'état de mendiants aveugles, dépendant entièrement de leur guide pour chaque geste de la vie quotidienne. Beaucoup sombrent dans la folie. D'autres se laissent mourir, refusant de continuer cette marche humiliante. Les guides borgnes vivent un enfer particulier. Ils voient la souffrance de leurs compagnons, mais ne peuvent rien faire pour l'alléger. Ils portent la responsabilité écrasante de mener cette multitude d'infirmes vers leur tsar. Certains craquent psychologiquement et abandonnent leur mission. D'autres, au contraire, développent un sens aigu du devoir qui les pousse à accomplir coûte que coûte la volonté de Basile II. Samuel parvient à s'échapper, mais il meurt 2 mois plus tard d'une crise cardiaque. Celle-ci aurait été provoquée par la vue des milliers de prisonniers bulgares aveuglés. Quand la colonne des aveugles arrive à Prilep, Samuel comprend immédiatement l'ampleur du désastre. Ce ne sont pas seulement 15 000 soldats qu'il a perdus, c'est l'avenir même de son empire. Ces hommes aveuglés représentent des pères, de familles, des artisans, des paysans, qui ne pourront plus subvenir aux besoins de leurs proches. À la vue de ce lamentable cortège, le tsar tombe foudroyé par une attaque d'apoplexie à Prilep le 6 octobre suivant. La tradition veut que Samuel soit mort de chagrin en voyant ses soldats. Mais peut-être est-ce plutôt la compréhension soudaine de l'effondrement de son œuvre qui provoque sa mort. Samuel réalise que Basile II n'a pas seulement gagné une bataille, il a brisé l'épine dorsale de la résistance bulgare. Comment reconstituer une armée quand 15 000 de vos meilleurs soldats sont devenus des invalides? Comment maintenir le moral des populations quand l'élite militaire du pays défile dans vos rues, réduite à l'état de mendiants aveugles? La mort de Samuel marque symboliquement la fin de l'empire bulgare médiéval. Son fils, Gabriel Radomir, lui succède, mais l'empire bulgare n'a plus les moyens de résister aux Byzantins. Les 4 années qui suivent ne sont qu'une lente agonie, ponctuée de défections et de capitulations. Les défaites se succèdent alors que les Byzantins s'emparent de nombreuses forteresses du pays. Gabriel Radomir tente de maintenir la résistance, mais il ne dispose plus des ressources nécessaires. L'aveuglement de Clédion a créé un traumatisme psychologique durable dans la société bulgare. En 1016, Gabriel Radomir est tué par son cousin Ivan Vladislav. Cette guerre civile achève de désorganiser la défense bulgare. Ivan Vladislav tente bien de négocier avec Basile II, mais l'empereur byzantin refuse toute concession. Il veut l'annexion pure et simple de la Bulgarie. En 1018, Ivan Vladislav commence le siège de Dyrrhachium, aujourd'hui Durrës en Albanie, mais fut tué pendant une contre-attaque des défenseurs de la cité devant les murs de la ville. Sa mort sonne le glas de la résistance bulgare organisée. L'échec des successeurs de Samuel à enrayer la progression byzantine entraîne la disparition du premier empire bulgare en 1018 et son incorporation au sein de l'empire byzantin. Basile II peut enfin entrer triomphalement dans Ohrid, l'ancienne capitale de Samuel. L'empereur qui avait subi une humiliante défaite aux portes de Trajan en 986 prend sa revanche 32 ans plus tard. C'est à la suite de cette bataille que Basile II gagne le surnom de Bulgaroctone ou tueur de Bulgares. Ce surnom va le suivre jusqu'à sa mort et au-delà. Il résume à lui seul la politique impitoyable de l'empereur byzantin envers les peuples slaves des Balkans. Mais que cache exactement ce surnom?
Le terme « bulgarochtone » ne signifie pas simplement « celui qui tue les Bulgares au combat ». Il évoque plutôt l'idée d'un exterminateur systématique, d'un homme qui a méthodiquement détruit un peuple et sa culture. L'aveuglement de Claïdion n'est que le symbole le plus spectaculaire de cette politique de terreur. Cependant, les historiens modernes doutent fortement de la véracité de cette histoire, ainsi que du nombre de prisonniers faits. En effet, la mise hors de combat de près de 15 000 hommes, sans compter les morts lors de la bataille, aurait drastiquement réduit le potentiel militaire de la Bulgarie, qui continue pourtant de résister durant 4 ans. Cette observation des historiens modernes soulève une question importante. Si l'aveuglement de 15 000 soldats avait réellement eu lieu, comment expliquer que la Bulgarie ait pu continuer à résister pendant 4 ans? Soit les chiffres sont exagérés, soit l'Empire bulgare disposait de réserves militaires plus importantes qu'on ne le pensait. Il est possible que la tradition ait grossi l'ampleur du massacre pour renforcer l'impact psychologique de l'événement. Dans une société où l'histoire se transmet avant tout par la tradition orale, les chiffres ont tendance à enfler avec le temps. Mais même si seulement 8000 soldats ont été aveuglés, comme le suggèrent certaines sources, l'impact reste considérable. Basile se montra plus généreux avec ses nouveaux sujets qu'avec leur armée. Il maintint les impôts bas et il autorisa des paiements en nature, au lieu de l'or habituel, et accepta que certaines provinces restent sous leur chef local et princier. Cette clémence relative envers les populations civiles bulgares, après 1018, contraste fortement avec la brutalité de Clédion. Basile II applique une politique de la carotte et du bâton parfaitement maîtrisée. Il écrase militairement la résistance bulgare, mais intègre ensuite les élites locales dans l'administration byzantine. Il donna à certains nobles de hautes fonctions au sein de l'Empire et il permit à l'Église bulgare de rester indépendante de Constantinople à la seule condition que ce soit lui qui choisisse l'archevêque. Cette stratégie d'intégration contrôlée va permettre à l'Empire byzantin de maintenir sa domination sur les Balkans pendant plus d'1 siècle. Basile comprend que la terreur seule ne suffit pas à maintenir un empire. Il faut aussi savoir rallier les populations vaincues en leur offrant des perspectives d'intégration dans le système impérial. L'aveuglement de Claïdion sert d'exemple pour dissuader toute velléité de révolte. Mais la générosité envers les civils montre que la soumission peut être récompensée. Cette politique subtile explique en partie pourquoi l'annexion de la Bulgarie par Byzance va durer si longtemps. Il faudra attendre 1185, soit près de 2 siècles, pour voir naître le Second Empire bulgare. L'œuvre de Basile II s'avère remarquablement durable. L'aveuglement de Claïdion va marquer durablement la mémoire collective des peuples balkaniques. Pour les Bulgares, cet événement devient le symbole de la barbarie byzantine et de la résistance héroïque de leurs ancêtres. Samuel est transformé en martyr national, celui qui préféra mourir plutôt que de se soumettre à l'oppresseur. Pour les Byzantins, Claïdion représente le triomphe de la civilisation sur la barbarie slave. Basile II incarne l'empereur idéal, celui qui sait allier la fermeté militaire à l'habileté diplomatique. Son règne marque l'apogée de l'Empire byzantin au Moyen Âge. Mais au-delà de ses interprétations nationales, Claïdion pose des questions universelles sur la nature du pouvoir et les limites de la guerre. Jusqu'où peut-on aller pour préserver un empire? La fin justifie-t-elle tous les moyens? L'aveuglement de 15 000 hommes était-il nécessaire pour maintenir la paix dans les Balkans? Ces questions résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde où les conflits ethniques continuent de déchirer les Balkans, l'histoire de Basile II et de Samuel rappelle que la violence extrême ne règle jamais définitivement les problèmes politiques. Elle ne fait que les repousser vers les générations suivantes. L'aveuglement de Claïdion va également influencer les pratiques militaires de l'époque. D'autres souverains vont s'inspirer de l'exemple de Basile II pour terroriser leurs ennemis. La mutilation systématique des prisonniers devient une arme psychologique courante dans les guerres médiévales. L'annexion de la Bulgarie transforme radicalement l'équilibre géopolitique des Balkans. L'Empire byzantin retrouve sa frontière danubienne et peut concentrer ses efforts sur d'autres fronts. Basile II continue ses campagnes jusqu'à la fin, ayant des aventures victorieuses en Ibérie géorgienne et en Arménie de 1021 à 1022, où il capture Vaspurakan. Cet élargissement de l'Empire byzantin vers l'est et vers le nord crée un ensemble territorial impressionnant. Au moment de la mort de Basile II en 1025,
l'Empire s'étend de l'Italie du Sud au Caucase, de la Crimée à la Crète. C'est la plus grande extension territoriale que Byzance ait connue depuis le 7e siècle. Mais cette grandeur apparente cache des faiblesses structurelles profondes. Les conquêtes de Basile II ont épuisé le trésor public. De plus, l'empereur n'a pas d'héritier direct. Sa mort va ouvrir une crise de succession qui va affaiblir durablement l'Empire byzantin. Les territoires bulgares annexés vont également poser des problèmes d'administration. Malgré la politique d'intégration de Basile II, les populations slaves des Balkans conservent leur identité culturelle et religieuse. L'insécurité croissante dans le pays, ainsi que l'influence grandissante de la noblesse terrienne et du haut clergé aux dépens des droits traditionnels de la paysannerie, conduisent à l'émergence du bogomilisme, une secte hérétique dualiste qui, dans les siècles suivants, devait essaimer dans l'Empire byzantin, dans le nord de l'Italie et dans le sud de la France. Malgré l'annexion officielle de 1018, l'esprit de résistance bulgare ne meurt pas complètement. Des rébellions sporadiques ont lieu en 1040 et 1041 ainsi que dans les années 1080, sans succès. Ces soulèvements montrent que l'aveuglement de Cleidion n'a pas détruit définitivement la volonté d'indépendance des Bulgares. La première grande révolte éclate en 1040 sous la direction de Pierre II d'Eljan, fils de Gabriel Radomir. Ce descendant direct de Samuel tente de restaurer l'Empire bulgare en s'appuyant sur le mécontentement des populations rurales. Mais la révolte est rapidement écrasée par les troupes byzantines et Pierre II d'Eljan est tué en 1041. En 1072, une nouvelle révolte éclate à Skopje sous la direction de Georges Wojtek, un descendant de la première famille noble de la cour bulgare. Cette fois, les rebelles parviennent à faire couronner Constantin Bodin sous le nom de Pierre III. Mais, là encore, la révolte échoue, et Pierre III est vaincu et emprisonné en 1073. Ces échecs répétés montrent l'efficacité de la stratégie de Basile II. En détruisant l'élite militaire bulgare à Cleidion et en intégrant ensuite les nobles survivants dans l'administration byzantine, il a privé la résistance bulgare de ses cadres naturels. Les révoltes qui éclatent par la suite manquent d'organisation et de soutien populaire. Il faut attendre 1185 pour voir renaître un État bulgare indépendant. Les frères Théodore, Pierre et Ivan Asen prennent alors la tête d'un mouvement contre l'Empire byzantin affaibli par des troubles dynastiques internes. Cette fois, la révolte réussit et donne naissance au Second Empire bulgare. L'histoire de l'aveuglement de Cleidion pose un problème délicat aux historiens. Comment faire la part entre la réalité historique et la légende ? Les sources byzantines, écrites par des auteurs proches du pouvoir impérial, ont-elles exagéré l'ampleur du massacre pour glorifier Basile II ? Les sources bulgares, transmises par la tradition orale, ont-elles au contraire grossi les souffrances de leurs ancêtres pour alimenter la résistance nationale ? La vérité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Il est certain qu'une bataille majeure a eu lieu à Cleidion le 29 juillet 1014, que l'armée bulgare y a subi une défaite écrasante et que de nombreux prisonniers ont été mutilés sur ordre de Basile II. Mais les chiffres précis et les modalités exactes de cette mutilation restent sujets à caution. Ce qui est sûr, c'est que l'impact psychologique de l'événement a été considérable. Même si seulement quelques milliers d'hommes ont été aveuglés, le traumatisme a marqué durablement les consciences. L'aveuglement de Cleidion est devenu un symbole, et les symboles ont parfois plus d'importance que la réalité factuelle. Cette dimension symbolique explique pourquoi l'événement continue de susciter des passions près de 1000 ans après. En Bulgarie, Samuel reste un héros national et Cleidion, un crime contre l'humanité. En Grèce, Basile II est célébré comme un grand empereur et Cleidion comme une victoire légitime contre des rebelles. L'aveuglement de Cleidion illustre parfaitement l'art de la guerre psychologique tel qu'il se pratiquait au Moyen Âge. Basile II ne se contente pas de vaincre militairement ses ennemis. Il cherche à briser leur morale et leur capacité de résistance future. En aveuglant les prisonniers au lieu de les tuer, Basile transforme des martyrs potentiels en témoins vivants de sa puissance. Un mort devient vite un héros, un aveugle reste un rappel permanent de la défaite. Chaque soldat bulgare aveuglé qui rentre dans son village raconte l'histoire de Cleidion et décourage les velléités de révolte. La décision de laisser un guide-borgne pour 100 aveugles
relèvent de la même logique. Ces guides ne peuvent pas disparaître dans l'anonymat. Leur infirmité les désigne immédiatement comme des survivants de Cleidion. Ils deviennent des témoins ambulants de la victoire byzantine. Cette stratégie de terreur calculée va influencer durablement les pratiques militaires de l'époque. D'autres souverains vont s'inspirer de l'exemple de Basile II pour terroriser leurs ennemis. La mutilation systématique des prisonniers devient une arme psychologique courante dans les guerres médiévales. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. En se montrant impitoyable envers ses ennemis, Basile II s'expose à des représailles équivalentes en cas de défaite. Heureusement pour lui, il ne connaîtra plus jamais de revers majeur après Cleidion. Basile II meurt sans héritier le 15 décembre 1025, après un règne de près de 50 ans. Cette mort sans descendance directe va ouvrir une crise dynastique qui affaiblira durablement l'Empire byzantin. Mais elle révèle aussi la personnalité complexe de cet empereur hors norme. Basile II n'a jamais voulu se marier. Il a consacré toute sa vie à la guerre et à la politique, renonçant aux plaisirs ordinaires de l'existence. Cette abnégation totale au service de l'État explique en partie ses succès militaires. Quand vos ennemis savent que vous êtes prêts à tout sacrifier pour vaincre, ils hésitent à vous affronter. Mais cette austérité personnelle s'accompagne d'une cruauté calculée qui frappe ses contemporains. Basile II n'éprouve aucune pitié pour ses ennemis. Il les considère comme des obstacles à éliminer, pas comme des êtres humains dignes de compassion. Cette froideur psychologique le rend redoutable au combat, mais aussi isolé dans sa vie privée. L'empereur qui a fait aveugler 15 000 hommes à Cleidion n'a pas d'amis, pas de confidents, pas de famille. Il règne seul, entouré de courtisans et de généraux qui le craignent plus qu'ils ne l'aiment. Cette solitude du pouvoir absolu explique peut-être en partie l'extrême violence de ses méthodes. Basile II incarne le type du souverain autocrate, celui qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains et ne rend de compte à personne. Cette concentration du pouvoir permet une efficacité remarquable dans l'action militaire, mais elle rend l'Empire entièrement dépendant de la personnalité de son chef. L'héritage de Basile II reste profondément ambigu. D'un côté, il a porté l'Empire byzantin à son apogée territorial et militaire. Sous son règne, Byzance retrouve sa position de grande puissance méditerranéenne et impose sa domination sur l'ensemble des Balkans. Ces réformes administratives et fiscales permettent à l'Empire de maintenir une armée permanente et efficace. Sa politique de promotion des petits propriétaires terriens au détriment de la grande aristocratie renforce l'assise sociale du pouvoir impérial. Sa diplomatie habile lui permet de nouer des alliances durables avec les puissances émergentes comme la Russe de Kiev. Mais d'un autre côté, les méthodes de Basile II soulèvent des questions morales qui dépassent son époque. L'aveuglement de Cleidion reste un crime contre l'humanité, même si les notions juridiques modernes ne s'appliquent pas au Moyen Âge. La terreur systématique exercée contre les populations slaves des Balkans laisse des cicatrices durables dans la mémoire collective. De plus, les conquêtes de Basile II épuisent les ressources de l'Empire. Ses successeurs ne pourront pas maintenir le même niveau d'effort militaire. Dès le milieu du XIe siècle, l'Empire byzantin entre dans une phase de déclin qui culminera avec la prise de Constantinople par les croisés en 1204. L'œuvre de Basile II apparaît ainsi comme un feu de paille. Brillante sur le moment, elle ne survit pas à son créateur. L'empire qu'il lègue à sa mort est trop étendu pour ses moyens, trop centralisé pour fonctionner sans un chef exceptionnel, trop détesté par ses peuples périphériques pour être stable. L'histoire de l'aveuglement de Cleidion nous ramène aux questions fondamentales de la politique et de la morale. Jusqu'où peut-on aller pour préserver un État? La raison d'État justifie-t-elle tous les crimes? La grandeur d'un empire peut-elle compenser les souffrances qu'il inflige? Basile II a choisi la voie de la force pure. Face à un ennemi déterminé comme Samuel de Bulgarie, il a estimé que seule la terreur absolue pouvait garantir la soumission durable des Balkans. Cette stratégie a fonctionné à court terme, mais elle a semé les graines de haine tenaces qui se transmettront de génération en génération. L'aveuglement de 15 000 soldats bulgares le 29 juillet 1014 reste l'un des crimes de guerre les plus spectaculaires du Moyen Âge. Mais il faut le replacer dans son contexte historique. À une époque où la guerre était la règle et la paix l'exception,
où les droits de l'homme n'existaient pas, où la survie des États dépendait de leur capacité à inspirer la terreur, les méthodes de Basile II n'avaient rien d'exceptionnel. Ce qui rend cet événement particulier, c'est son ampleur et son caractère systématique. Basile II n'agit pas dans la colère ou la passion du moment. Il planifie froidement l'aveuglement de ses prisonniers pour en maximiser l'impact psychologique. Cette dimension calculée du crime le rend encore plus troublant. Au final, l'histoire de Basile II et de Samuel nous enseigne que la grandeur politique a souvent un prix terrible. Les empires se construisent sur les souffrances des vaincus, et les héros de l'histoire officielle sont parfois les bourreaux de la mémoire populaire. 1000 ans après Cleidion, cette leçon garde toute sa valeur. L'empereur, qui se faisait appeler le Bulgare Octone, le tueur de Bulgares, a inscrit son nom dans l'histoire en lettres de sang. Mais ce sang séché depuis longtemps continue de teinter notre vision du pouvoir et de ses excès, car derrière la figure glorieuse du conquérant se cache toujours l'ombre de ceux qu'il a écrasés pour parvenir à ses fins. Dans la passe de Cleidion ce 29 juillet 1014, c'est joué bien plus qu'une bataille entre deux empires. C'est tout un monde qui a basculé, un peuple qui a été brisé, une civilisation qui a été étouffée. Les 15 000 aveugles qui ont regagné leur foyer en tâtonnant portaient sur leur visage mutilé le visage véritable de l'empire de Basile II, splendide et terrifiant, grandiose et inhumain. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque page glorieuse de l'histoire se cache souvent une tragédie humaine. Basile II a construit sa grandeur sur les ruines de l'empire bulgare et les souffrances de son peuple. Samuel a payé de sa vie sa résistance héroïque à l'oppression byzantine. Entre ces deux destins, il n'y a pas de jugement simple à porter, seulement la conscience que le pouvoir absolu mène souvent à la corruption absolue, et que la grandeur d'un homme peut se mesurer autant à ses crimes qu'à ses victoires.